Alors comment vais-je commencer ce livre? Peut-être en vous racontant l'histoire, non pas de ce livre, mais l'histoire qu'il y a dans le livre et en la résumant. Pour résumer, donc au début, il y a un narrateur, c'est moi le narrateur. Et le narrateur est très perplexe à propos du temps. Et parce que il trouve que ça part dans tous les sens et que quand on parle de temps, on parle de tout, de n'importe quoi. Et il ne sait pas par quel bout prendre le temps, parce que le temps c'est la vie, et faites l'expérience demain, tiens, dès demain, vous mettez le temps sur le sujet du temps sur la table, vous dites tiens, moi j'ai un problème de n'importe quoi, et vous verrez les gens, ils partent sur tout. On prend le temps et tout de suite, ça part des sujets personnels, des sujets de société, des sujets philosophiques, ça part dans tous les sens. Donc au début, le narrateur est très perplexe. Et que fait un narrateur quand il est perplexe? Que fait un narrateur quand il est perplexe? Il achète ou il loue, on ne sait pas trop, une maison au bord d'un fleuve. Et le fleuve dont on verra tout à l'heure la métaphore. Mais il loue une maison au bord d'un fleuve et là il se met à réfléchir et il n'avance pas beaucoup. Et il fait un peu savoir qu'il travaille sur le temps, qu'il va sans doute écrire un nouveau livre. Mais il patauge pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il voit arriver sur le chemin qui vient de la ville et qui arrive vers le fleuve, juste à côté de sa maison, il voit arriver 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme. Et donc ces 3 personnes viennent voir le narrateur et lui disent qu'elles ont entendu parler de son envie de débroussailler, d'approfondir le mystère du temps, et que donc si on se mettait à 4, ça serait peut-être plus sympathique et ça serait plus fructueux. Alors le narrateur, moi, est très content, et donc tout le monde se présente, et il y a une jeune femme qui est philosophe et scientifique, et puis il y a ensuite un homme, 30-40 ans, qui est sociologue. Et puis, il y a une dame un peu plus âgée, très belle, très belle, et qui dit qu'elle cherche, elle, la sagesse du temps. Donc, bien sûr, c'est les 4 personnes, les 4 héros du livre se mettent ensemble, ils se partagent le boulot, et donc chacun va prendre une saison sur les 4 saisons d'une année, et chacun, à chaque semaine, enfin l'un des 4 à 4 semaines, va faire une sorte de résumé en quelques pages de l'un des 52 thèmes du temps qui sont abordés dans ce livre. Et l'histoire commence. Donc l'histoire commence par l'arbre, parce qu'au début, ils font une espèce de scénette, enfin, ils vont vers un arbre du temps, et donc l'arbre du temps qui est à côté de la maison, où il y a le tronc de l'arbre qui symbolise la nature du temps, et ça c'est la jeune femme qui est philosophe et scientifique, la nature du temps. Ensuite, il y a le narrateur qui grimpe sur une branche, une des 3 grosses branches, et puis qui va s'occuper de la gestion du temps, parce qu'il a déjà écrit un bouquin. J'ai déjà écrit un bouquin. Et donc, il doit connaître. Donc, les autres disent, tu vas nous aider. Et puis, le 3e, le sociologue, il dit, je vais vous parler de ce qui se passe au temps de notre époque, parce que c'est fondamental. Et puis la 4e, comme elle était un peu plus âgée, elle n'a pas pu grimper, donc elle a grimpé tout de même, je ne me souviens plus, c'est pas grave. Et donc elle dit, moi je vais vous accompagner sur la sagesse du temps, mais c'est un peu impalpable, je ne sais pas trop, enfin j'ai des sujets en tête. Enfin les voilà partis. Donc le livre retrace le récit, l'aventure de ces 4 personnes, avec leur aventure amicale, parfois amoureuse, un peu fleur bleue. Donc 4 saisons, ici, qui répondent chacune à une grande question. Qu'est-ce que c'est que le temps? Est-ce qu'on peut approcher la nature du temps? Ça, c'est la science et la philo. Comment gérer son temps? Donc, dans cette partie, j'ai repris en le complétant, pas en le corrigeant beaucoup, mais en le synthétisant, j'ai repris ce que j'avais déjà écrit il y a plus de 15 ans. La 3e saison, l'hiver, c'est le temps de notre époque, avec une série d'articles écrits par le sociologue. Qu'est-ce qui se passe pour notre époque? De qui c'est la faute? Qu'est-ce qu'on peut faire?
qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'en tire pas beaucoup parce qu'un sociologue, j'ai un problème avec les sociologues, c'est vrai que les sociologues, ils décrivent très bien ce qui se passe, mais des fois, ils ont du mal à proposer des solutions. Il y a des sociologues ici? Formation, je ne voudrais pas les vexer, mais c'est vrai qu'il a du mal. Alors les autres le poussent, parce qu'à chaque fois, bien sûr, ils se retrouvent, ils discutent, ils s'engueulent. Bon. Et donc, à la 4e saison, au début de la 4e saison, il y a un événement malheureux. Sophie, elle s'appelle Sophie, comme la sagesse. Donc, Sophie a un accident de voiture. Elle se fait emboutir par un chauffard. Donc, on l'emmène à l'hôpital, ce qui est l'occasion de parler de la condition humaine, de tout un tas de choses qui concernent la sagesse du temps. Elle a tout un côté du gauche, tout le côté gauche qui est paralysé. Et donc tout ce qui se passe dans la 4e saison, c'est accompagné par le récit de cet événement. Je vous ai mis en bas 4 grands points de repère. Je les ai formulés ce matin. Ils ne sont même pas dans le livre, mais je les mettrai peut-être sur la couverture. Donc, premier point, c'est important d'avoir ça en tête. On ne peut plus se contenter du temps chronologique habituel, le temps des pendules, le temps des horloges. Il nous faut, pour avoir une bonne vision du temps à notre époque, il nous faut compléter cette vision chronologique qui nous vient de Newton essentiellement. Il nous faut la compléter par d'autres visions du temps, d'autres perceptions, non seulement la perception orientale, mais également ce que je traite dans le livre, la perception de Bergson. La troisième question, c'est qu'est-ce qui se passe au temps de notre époque? Quelles sont les grandes maladies de temps de notre époque? Alors j'en ai distingué 3 ou 4. Les problèmes dus depuis 15 ans essentiellement à la prédominance de la technique informatique, de l'information, Internet, les mails, SMS et autres, le fait qu'il semble que les choses aillent plus vite, l'accélération du temps, et avec des maladies comme le présentisme, qui est cette façon de vivre un faux temps présent, donc d'avoir l'impression d'être dans un temps présent intense, et puis ensuite ça se dilue. C'est l'équivalent du divertissement pascalien. C'est-à-dire que, prenez un exemple très concret, vous arrivez chez vous, vous êtes un peu fatigué, mais pas trop. Mais surtout, vous avez la hantise du temps vide, parce qu'on est dans un temps qui a une horreur du temps vide, et les moyens de communication actuels nous permettent de boucher tout de suite l'angoisse du temps vide. Donc vous arrivez chez vous, et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tout seul, là, imaginons, vous êtes tout seul, qu'est-ce que je vais faire de ma soirée? Bon, il n'y a rien d'intéressant à la télé, bon, je vais faire, bon, alors vous allez sur l'ordinateur, vous regardez vos mails, vous faites un petit peu vos mails, puis peut-être vous jouez à Candy Crush. Moi j'ai découvert Candy Crush, attendez, bon, et puis il y a Bejeweled, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y en a qui, bon, alors ça, pour perdre son temps, c'est absolument génial. Ou bien alors vous allumez la télé, il y a une émission débile, mais il vaut mieux une émission débile que rien du tout et de rester là dans son fauteuil à affronter le temps vide. Ça a beaucoup changé depuis 15 ans. Donc c'est ça le présentisme, c'est le fait de vivre un faux temps présent duquel on sort amer. Il y en a d'autres, des maladies de temps. Le court-termisme, au niveau social, au niveau politique, le présentisme. Et dernier point, la sagesse de temps, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut acquérir comme sagesse de temps? Il y a donc des éléments de maturité que nous apprenons au fur et à mesure de l'existence, des coups durs, donc des éléments de maturité de temps qui déplacent de loin tout ce qui est gestion du temps et qui concerne des grands éléments de notre condition humaine, la problématique du choix, parce que quand on choisit quelque chose, on détermine le temps qui va arriver, que ce soit des petits choix, des grands choix. La problématique de la mort, celle du temps gâché. Qu'est-ce que c'est que le temps gâché?
Alors je distingue le temps gâché, le temps contrarié, qui n'est pas tout à fait la même chose quand on voudrait faire quelque chose puis qu'on est empêché. Mais surtout le temps gâché. Comment ça se fait qu'on perd son temps? Comment ça se fait qu'on prend des grandes décisions qui ensuite nous font perdre un temps fou? Comment ça se fait qu'on se met avec quelqu'un, qu'on galère pendant 15 ans avec quelqu'un qui n'est pas fait pour nous, puis au bout de 15 ans, il y a encore la deuxième galère du divorce. Bon, et on perd un temps fou là-dedans. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis allé il y a 1 an et demi, je suis allé à une journée d'études du Conseil économique et social, qui fait des journées d'études très très intéressantes. Et donc c'était sur temps court, temps long, et donc les orateurs se succédaient et plusieurs orateurs se plaignaient amèrement de l'afflux d'informations, toutes ces choses qu'on avait. Et alors en même temps, on avait l'orateur qui parlait en bas là, en même temps on avait la vidéo de l'orateur, et en même temps on avait dessous les SMS qui s'affichaient avec les questions des gens à l'orateur qui s'affichaient. Donc on était là, et il se plaignait, il racontait des histoires, il dirait « Ne pourrait-on pas s'arrêter de temps en temps ?» blablabla, SMS. Ah, j'ai pas rigolé trop fort, mais alors j'ai rigolé en moi. Oh là là, mon Dieu. Non mais vous allez là, dans un hôtel le matin, vous avez la télé, vous avez les flashs, vous avez les trucs en dessous, et en même temps il faut prendre votre petit déjeuner, préparer votre planning, répondre aux... Non, attends, tout sauf le temps vide, c'est une horreur. Il y a un mot que j'ai appris qui est le FOMO, F-O-M-O. Il y en a qui connaissent. Fear of missing out. C'est utilisé dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, pour reprendre la métaphore ici du château intérieur, nous avons beaucoup plus qu'il y a 15 ou 20 ans, nous avons la hantise de ne plus exister socialement. C'est-à-dire que si nous fermons nos ponts-levis, si nous disons « je m'arrête », et à ce moment-là, il y a une angoisse qui nous existe, mais on ne va plus être dans le coup. On ne va plus être dans le coup. C'est beaucoup plus fort qu'il y a 15 ans. Et c'est vrai que ça fout la trouille. Vous savez, quand j'ai arrêté l'académie, pour des raisons ici, des raisons familiales et personnelles, et quand j'ai dit j'arrête le coaching en entreprise, vous savez, ça a duré 2-3 mois. Pendant 2 mois, j'ai encore reçu des appels d'offres. 2 mois après, rien. Vous n'existez plus sur le marché. Ça fait un choc, hein. Fear of missing out. La peur de manquer la bonne émission, la bonne occasion, la bonne manif. J'ai un exercice dans mon livre parce que j'ai une 40aine d'exercices. Donc j'ai un exercice où j'invite les gens à se mettre devant une pendule, un balancier ou devant un réveil, d'arrêter. Voilà, on arrête le réveil, on arrête le temps, on est là et on fait rien. Et très vite, des pensées parasites ici vont surgir, mais apprendre à supporter ce temps vide. Et je trouve que c'est un élément d'apprentissage qui fait vraiment partie de la maturité du temps. Parce que tôt ou tard, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin quand on sera sur un lit d'hôpital, on va en avoir besoin quand on sera vieux et qu'on sera peut-être dépendant, on va en avoir besoin et quand on ne pourra rien faire d'une façon ou d'une autre. Et l'apprentissage de cette maturité fait que, après ce passage, qui je reconnais n'est vraiment pas du tout facile, on rentre dans la saveur du temps vide. Et c'est magnifique. Et c'est là où, paradoxalement, c'est mon expérience, il y a la fécondité qui apparaît, il y a des idées qui jaillissent. Donc je pense que la panoplie complète, ça serait une structuration du temps relationnel, une structuration du temps personnel, et puis le fait d'apprivoiser le temps vide.